Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Le 10 décembre dernier, une haute cour britannique a décidé que Julian Assange, fondateur de Wikileaks, pouvait être extradé vers les États-Unis pour répondre d'accusations d'espionnage. Une juridiction inférieure avait précédemment bloqué cette extradition au motif qu'Assange risquait d'être détenu dans les conditions trop sévères d'une prison supermax. Le nouveau jugement estime que les assurances données par le gouvernement américain sont désormais suffisantes. Il n'a cependant pas mentionné les documents publiés par Yahoo News en septembre dernier qui font état des projets fomentés par la CIA de kidnapper, voire d'assassiner Assange, alors que ce dernier était reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres. Que serait donc le sort réservé aux lanceurs d'alerte dans une prison américaine s'il épuisait tous les recours possibles? Et qu'est-il arrivé à l'intérêt que Joe Biden portait aux activistes, journalistes et aux droits de l'homme en général? Pourquoi, sous sa présidence, le ministère de la Justice américaine persiste-t-il à réclamer l'extradition de quelqu'un que le gouvernement américain a envisagé d'enlever et d'assassiner? Si cela se produisait dans un autre pays, en particulier un adversaire de Washington, celui-ci croulerait sous les injonctions d'arrêter la persécution du lanceur d'alerte et de respecter les droits de l'homme et la liberté de la presse. Pendant ce temps, un comité bipartite du Congrès américain se penche sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole. Cette commission d'enquête cherche notamment à déterminer si cette prise d'assaut a été organisée par des individus liés à l'administration de Donald Trump. Au moment de l'incident, certains officiels avaient qualifié l'attaque de terrorisme domestique. Près d'un an plus tard, y a-t-il des inculpations ou des condamnations pour terrorisme? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Mark Ruskin est ressortissant français qui a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI pour lequel il a reçu 5 éloges. Il est également ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York et l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Bienvenue à l'émission, Mark. Bonjour Rachel, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté. Alors, commençons par l'affaire Assange et cette extradition. Pourquoi, d'après vous, est-ce que le gouvernement américain, et notamment sous l'administration de Joe Biden, persiste avec cette extradition? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Bien, je crois que le gouvernement actuel ne tolère pas très bien les journalistes qui publient, qui disséminent des informations qui sont un peu ennuyeuses pour le gouvernement. Alors, comme récemment, on a vu avec les procédures juridiques contre Projet Veritas, qui est une équipe journaliste qui mène des enquêtes d'infiltration pour découvrir des secrets que le gouvernement préfère cacher. Ce qui se passe maintenant avec Assange, ça envoie un message à tous les autres journalistes de faire un peu attention parce que s'ils traversent une ligne qui fixe, qu'ils risquent de se trouver avec beaucoup d'ennuis juridiques. Alors, je crois que c'est un très mauvais message et c'est très triste pour le premier amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit la liberté de la presse. Alors, parlons-en de Project Veritas et de James O'Keefe, qui est le fondateur de Project Veritas. En fait, c'est quelqu'un que je connais assez bien. Parlons-en de cet incident qui l'a touché, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui pratique du journalisme un peu
guérillos, disons. Il pratique le journalisme du genre caméra cachée. C'est un peu comme complément d'enquête ici en France, si vous voulez une comparaison que l'audience puisse comprendre ici en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Si je comprends bien, le FBI a décidé de rentrer chez lui ou de rentrer chez les bureaux de Project Veritas sur la côte est des États-Unis et de saisir des éléments. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Bien. Apparemment, Veritas, quelqu'un avait donné, Veritas a eu possession d'un journal qui était le journal que gardait la fille du président Biden. Ashley Biden. Ashley Biden. Alors, on a un peu l'impression que les enfants Biden, ils ont une capacité de perdre des trucs importants faciles. Le fils Hunter Biden qui a perdu au moins peut-être plusieurs laptops avec toutes sortes d'informations gênantes pour son père. Et maintenant, il y a Ashley Biden qui écrivait apparemment tous les soirs des trucs assez importants dans son journal qu'elle a aussi perdu. Elle a laissé dans une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. Alors, quelqu'un a transmis le journal à Veritas et Veritas et O'Keefe l'ont transmis à la police, au FBI directement. Mais ça a été un prétexte apparemment de la ministère de Justice pour demander des mandats pour entrer dans les appartements de O'Keefe et d'autres de ces journalistes et pour saisir les ordinateurs et les téléphones mobiles où il y a, bien sûr, toutes les informations, tous les numéros de téléphone et les noms des sources confidentielles qui Veritas utilise pour trouver leurs informations. Alors, eux, ils ont demandé à un juge de pas permettre la justice d'examiner ces appareils digitaux jusqu'à ce qu'il y ait une détermination juridique qui peut être faite. Ça, c'est une parenthèse très intéressante. Revenons au sujet de Julian Assange. En fait, les poursuites de Julian Assange se sont déroulées sous la présidence de Barack Obama, sous la présidence de Donald Trump. Et là, on a vu publier des informations par Yahoo News suggérant que Mike Pompeo, qui était à la tête de la CIA à l'époque, ils ont cherché à se venger de Julian Assange et de Wikileaks et ils ont monté ces plans pour un possible enlèvement, assassinat, etc. Et maintenant, on est arrivé à la présidence de Joe Biden et les poursuites continuent. Ils auraient pu juste désister face à la première décision de la Cour inférieure en Grande-Bretagne qui a décidé de ne pas extrader Julian Assange aux États-Unis pour faire face aux accusations de l'espionnage. Cependant, ils ont persisté. Et ils ont persisté sous l'administration Biden. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'administration Biden qui effectue ces poursuites ou est-ce il y a quelque chose de plus profond qui arrive? Je ne veux pas évoquer forcément l'état profond, mais je vais le faire quand même, pourquoi pas. Que pensez-vous? Bien, tandis que les gouvernements changent, les fonctionnaires professionnels, ils ne changent pas trop. Alors, eux, ils font leur carrière et dans la CIA, c'est les mêmes fonctionnaires qui sont là, qui maintenant dans des positions importantes, qui sont passés toute leur carrière dedans. Alors, eux, ils n'ont pas changé. Et sans doute, ils ont une très mauvaise impression de quelqu'un qui a publié des secrets qu'eux, ils préfèrent ne sont pas publiés. Alors, il faut faire attention à pas accuser que Assange ne soit pas accusé pour des trucs qu'il n'a pas fait. C'est pas lui qui a trouvé des informations qui sont secrètes. Mm-hmm. Lui, il les a publiées. Alors, quand le New York Times a publié les secrets de Daniel Ellsberg il y a très longtemps sur la guerre de Vietnam, il n'y avait aucun
personne n'a parlé de procédure pénale contre le New York Times. On n'a même pas pensé que ce serait une possibilité. Là, on parle des Pentagon Papers, des papiers du Pentagone sur la guerre au Vietnam, oui. C'est ça. Mais ça, c'était des papiers secrets. Et ils ont été publiés dans le New York Times et l'éditeur du New York Times n'a pas été foutu en prison. Alors que maintenant, on cherche à mettre Assange en prison pour publier des informations que quelqu'un d'autre a volées. Alors, si Julian Assange est extradé aux États-Unis, son avocat, son équipe, ils disent que lui risque de faire face à des conditions vraiment épouvantables s'il est mis dans un supermax. Le gouvernement américain a dit que ça ne va pas du tout être le cas. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il n'y a aucun risque que Julian Assange va se retrouver dans une prison supermax? Et premièrement, allons-y avec cette question. Est-ce que vous croyez que c'est possible ou pas? Bien, il faut juste voir ce qui s'est passé avec Julian Epstein. Un type super dégueulasse, mais on l'a mis dans une prison fédérale, dans une unité où on prévient les suicides. Et il s'est débrouillé pour se suicider. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un suicide assisté. Si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Pas un suicide complètement volontaire. Alors, vous parlez de Jeffrey Epstein, qui est celui qui est accusé, accusé d'avoir trafiqué des filles à des gens puissants, etc. Et apparemment, il était retrouvé mort dans une prison à New York, avant qu'il a pu faire face à la justice. Alors, et avant qu'il a pu témoigner contre des gens, des hommes très, très importants avec beaucoup de poignons et beaucoup de pouvoir. Alors, c'était un suicide qui convenait très bien beaucoup des gens qui étaient impliqués dans cette affaire. Alors, quand on dit que normalement, c'est impossible de se suicider dans un anti-suicide, dans une cellule qui est prêt pour prévenir, pour que ça soit pas possible. Alors, les assurances qu'on donne à Assange, qu'est-ce que ça peut valoir s'il se passe quelque chose à Assange en prison ici aux États-Unis? Qu'est-ce que va faire? Qu'est-ce qu'il, on va dire, le gouvernement va dire, excusez-nous, juge britannique, on ne sait pas comment ça s'est passé, on est très gêné. Et c'est fini l'affaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, je crois que ces assurances, Assange a raison d'être peut-être un peu nerveux, parce que ça peut changer. Et parlons-en aussi de cette enquête au sein du Congrès américain sur les événements du 6 janvier de cette année. Ça fait presque 1 an maintenant depuis qu'on parle de ça. Où en est-on? Bien, allez-y, vas-y. Non, allez-y. Je vous demande où en est-on avec tout cela. J'ai l'impression qu'ils essayent de trouver un lien entre l'administration Trump ou les gens qui autour de l'administration Trump et ce qui s'est passé. Et est-ce qu'il y a des condamnations pour terrorisme ou pas? Eh bien, il n'y a pas ni des condamnations ni des accusations pour terrorisme. Le pire qu'ils ont pu trouver pour accuser, c'est le trespass. Je ne sais pas comment traduire trespass. C'est qu'on entre sans permission. Et c'est une drôle d'insurrection où il n'y a pas d'armes, pas d'organisation, pas de chef, pas de structure militaire, et des gens en train de se balader dans le Capitole en train de prendre des selfies avec leur iPhone. Alors, et en plus, la plupart sont en prison, et maintenant, ça fait 1 an qu'ils sont en prison en train d'attendre une procédure juridique, tandis qu'il y a eu plus que 500 émeutes en même temps partout aux États-Unis, où il y a des morts, il y a la destruction des commerces, des petits commerces,
Et les malfaiteurs, les accusés ont tous été libérés presque le prochain jour ou le même jour en attendant les procédures juridiques. Il y a un qui a été condamné à North Dakota qui a attaqué le bureau d'un sénateur avec une axe et pas seulement a-t-il été condamné à pas aller en prison, mais à une peine qui est sans prison, mais on lui a retourné l'axe, le FBI lui a retourné l'axe qu'il a utilisé pour détruire le bureau une fois qu'il a été libéré. Alors, Et est-ce que d'après vous, ils essayent, c'est quoi l'objectif d'après ce que vous constatez de cette commission? Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il commence est-ce qu'il commence par la fin, d'après vous? mais je crois qu'un objectif, c'est de créer un climat pour assurer que Trump ne se présente pas pour la candidature de président dans 2 ans. Alors ça, c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est comme avec les autres problèmes qu'on a discutés aujourd'hui, c'est qu'ils veulent envoyer un message. C'est que si vous exprimez, vous marchez, vous avez des idées qui ne sont pas acceptées couramment maintenant, que vous allez être punis. Et si vous êtes mis en cause, si vous êtes arrêté, vous allez attendre votre procédure juridique en prison, pas en liberté. C'est un triste message. Mark Ruskin, ressortissant français qui a passé 20 ans en tant qu'agent spécial du FBI, ancien procureur de district adjoint à Brooklyn, New York, et aussi l'auteur du livre The Pretender, My Life Undercover for the FBI chez Thomas Dunn Books. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Rachel. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desormondial.com ou sputniknews.com.